Voilà, je vais Merci. m'arrêter là. Merci beaucoup. On va passer, donc on revient à Olivier Garnier. Je crois que théoriquement sur vos mails, vous avez le tableau sur lequel M. Garnier va s'appuyer, puisqu'on vient de l'envoyer par l'administration. Pardonnez-moi. Comment ? Voilà, et on est en train d'installer pour projection. D'accord. Bon, peut-être, mais en même temps, je vais, peut-être pour gagner du temps aussi, une fois n'est pas coutume, sinon je peux vous résumer les principaux messages sans nécessairement recourir à des diapositives. Je crois le premier message de nos projections, et c'est important par rapport au débat qu'il y avait sur la politique monétaire, vous vous en souvenez, il y a un an, lorsque l'ensemble des banques centrales dans le monde, aux États-Unis, en Europe, ont commencé à remonter leurs taux assez agressivement, il y avait pas mal de gens qui craignaient, il y a 12-18 mois, qu'on se retrouve à ce stade de l'année avec à la fois une récession et une inflation persistante. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, si on regarde les chiffres, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on a un peu plus de croissance que ce à quoi on s'attendait il y a 12 mois. Si je prends les projections de la Banque de France, et là, je fais notre mea culpa, il y a un an, on prévoyait plutôt pour 2023 0,3% de croissance pour la France, donc sensiblement en dessous d'ailleurs de la prévision de 1% du gouvernement. Là, on devrait être autour de 0,8%. Et dans le même temps, on a une désinflation qui est plus rapide que ce qui était anticipé par la plupart des observateurs du consensus. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit aux États-Unis. Et pour la suite, en matière de projection, donc vous avez à l'écran nos projections donc à l'horizon 2024, 2025, 2026. Le point important du point de vue Banque centrale, donc, c'est qu'on reviendrait, alors c'est vrai pour la France, c'est vrai aussi pour l'ensemble de la zone euro, on reviendrait autour de 2% à l'horizon 2025, et même dans le cas de la France, en termes, on serait proche de 2%, d'ailleurs dès la fin de l'année 2024. Alors tout ça, c'est modulo, bien sûr, ce qui peut se passer sur les prix de l'énergie, notamment, mais dans les hypothèses qui sont celles aujourd'hui des marchés, puisqu'on ne fait pas de prévision sur les prix de l'énergie, on prend les prix sur les marchés à terme, donc ceux anticipés aujourd'hui par les marchés, c'est ce à quoi nous aboutissons. Et dans le même temps, vous voyez qu'on a une reprise, une accélération graduelle de la croissance à 0,9 en 2024, 1,3 en 2025 et 1,6 en 2026. Donc ça, je crois que c'est le premier message important. Vous avez sur la diapositive suivante juste une petite comparaison. J'ai dit que c'était un exercice qui était fait dans le cadre Eurosystème. La France par rapport aux autres grands pays de la zone euro. Vous voyez qu'on est, en termes de croissance, on est très proche de la moyenne de la zone euro. Bien sûr, en dessous de la moyenne de la zone euro, il y a l'Allemagne, dont on sait qu'elle a eu moins 0,3 en 2023, mais vous voyez que même encore en 2024, ça serait une croissance seulement légèrement positive et ensuite qui reviendrait vers 1,2, 1,3. Et en termes d'inflation, on a une inflation qui est légèrement inférieure à celle de la zone euro, alors que vous voyez qu'en Allemagne, on a plutôt moins de croissance et plus d'inflation que la moyenne de la zone euro. Mais le deuxième point après, en termes de composition, si on va encore plus loin, de composition de la croissance, qui est le graphique qui est à droite à l'écran, sur les contributions à la croissance, je crois que le point important à retenir aussi de cette projection, c'est que alors qu'en 2023, c'est plutôt les bonnes surprises sur la croissance sont plutôt venues de l'environnement externe, c'est-à-dire qu'on a eu une contribution du commerce extérieur un peu plus forte qu'attendue. À partir de 2024, c'est plutôt la consommation, et ça c'est l'effet de la baisse de l'inflation qui redonne du pouvoir d'achat aux ménages. Là, Jean-Luc Tavernier l'a expliqué. Donc c'est la consommation qui redevient le principal contributeur à la croissance, avec en revanche, pendant la période 2024-2025, l'investissement privé et notamment l'investissement des ménages, qui est la partie construction de logements neufs, qui reste encore atone, mais on a plutôt à l'horizon l'accélération en fin de projection vient aussi du fait que l'investissement privé, et notamment l'investissement des entreprises, là redémarre. Il y a eu, c'est vrai, que le resserrement des taux d'intérêt et du crédit a eu un effet attendu un peu sur tout ce qui est demande sensible au taux d'intérêt, mais là, ça repart à l'horizon de la fin de projection. Alors ensuite, sur l'inflation, sur le graphique qui vous donne la décomposition de l'inflation, là aussi, il y a plusieurs phases. Il faut bien voir, si vous regardez le graphique qui est à droite, vous voyez qu'en 2023,
la principale contribution au repli de l'inflation, ça a été le repli des prix de l'énergie. En 2024, je dirais, c'est plutôt du côté des prix de l'alimentation et des prix des produits manufacturés que vient le repli, avec notamment, c'est des effets baisse des prix importés et après la transmission jusqu'au consommateur, avec une inflation dans les services qui reste encore un peu persistante à l'horizon 2024 à ce stade-là. Et puis, c'est seulement en fin de projection, en 2025-2026, qu'on a aussi, c'est assez logique, la partie inflation dans les services, qui est la partie la plus inerte de l'inflation, qui est celle aussi qui avait démarré plus tardivement que les autres, puisque là, c'est un peu l'inflation par les coûts liés à la fois aux prix importés, les salaires aussi un peu plus élevés qui impactent les services, mais on a aussi, en fin de période, une désinflation dans les services. Mais il faut bien avoir, il y a un peu ces trois étages de la fusée en matière de désinflation. D'abord l'énergie, ensuite alimentation et biens manufacturés, et puis enfin les services. En matière de salaire et emploi, là aussi une configuration dans la phase de projection assez différente de celle qu'on a connue au cours des années écoulées. Pendant la partie des années écoulées, on peut dire au cours des 2-3 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé si je prends le cas de la France? On a eu des salaires, et on voit sur le graphique là qui est à droite, des salaires qui ont augmenté mais moins vite que les prix, donc une baisse du salaire réel. Mais en revanche, la masse salariale, elle, a été tirée par le fait qu'on a eu beaucoup d'emplois. On a eu beaucoup plus d'emplois que ce à quoi on pouvait s'attendre sur la base de l'évolution de l'activité. J'y reviendrai, donc ça a des conséquences en termes de productivité. À l'horizon, cette fois-ci, de la projection 2024-2026, on a plutôt un phénomène qui se retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette fois-ci, les salaires nominaux ralentissent moins vite que les prix, donc c'est qui redonne de la hausse du salaire réel, le salaire corrigé de l'inflation, mais dans le même temps, on a plutôt un tassement de l'emploi, c'est-à-dire que la masse salariale, cette fois-ci, sera plutôt tirée, notamment la masse salariale corrigée de l'inflation, plutôt tirée par les salaires réels plutôt que par l'emploi, à la différence de la période passée. C'est un peu le changement. Donc on a eu, au cours de la période écoulée, un peu moins de salaires réels, plus d'emplois. C'est plutôt l'inverse qui est dans notre projection. Et en matière d'emploi, donc sur les graphiques suivants, vous voyez qu'on a ce tassement de l'emploi à l'horizon 2024-2025, qui est un peu la conséquence décalée du ralentissement de la conjoncture, qui veut dire aussi que transitoirement, on aura une remontée du taux de chômage. On a un taux de chômage BIT qui remonterait aux alentours de 7,8% en 2025, avant de reprendre sa tendance baissière que l'on observe là depuis le milieu de la décennie précédente. Donc c'est plus une remontée conjoncturelle, ce n'est pas du tout une remontée du taux de chômage structurel, ça ne remet pas en cause le mouvement de tendance à la baisse un peu structurelle, de baisse du taux de chômage, mais on a ce phénomène un peu cyclique. Alors justement, sur l'aspect productivité, j'ai dit tout à l'heure, on a eu plus d'emplois que ce à quoi on pouvait s'attendre sur la base de l'évolution du PIB. Vous avez sur le graphique à droite, donc la droite bleue, c'est la tendance de la productivité telle qu'elle était pré-Covid. Et donc, et vous avez la courbe la plus basse, alors même si vous l'avez en noir et blanc, c'est celle qui est la plus basse. Vous voyez qu'il y a un décrochage marqué au moment du Covid. Et puis après, on est encore assez loin, vous voyez, dessous la droite, qui est celle que j'appelais la tendance pré-Covid. Et on estime à aujourd'hui qu'on a un écart par rapport à cette tendance que l'on chiffre à peu près à 8,5 points. On est 8,5 points en dessous de la tendance de la productivité antérieure. Et sur ces pertes de productivité, on arrive à bien expliquer à peu près 5 points sur les 8,5 points. Et sur ces 5 points, il y en a 3 qui sont ce qu'on appelle des pertes durables. Mais par perte durable, ça ne veut pas dire que ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que là, c'est plutôt des phénomènes. Il y a 2 phénomènes notamment qui jouent. Il y a le plus gros, c'est un effet composition finalement des nouveaux emplois. J'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup plus d'emplois. C'est notamment l'effet des réformes. Ça veut dire que des gens qui avant étaient inactifs ou chômeurs, qui avaient d'ailleurs une productivité zéro, ces gens-là,
mais qu'on ne comptait pas dans les chiffres de productivité quand on regardait la productivité. Ces gens-là ont pris des emplois qui sont peut-être moins productifs, c'est des emplois qui ont une productivité inférieure à celle de la moyenne des emplois, mais ça fait quand même un gain pour l'économie, puisqu'on passe de zéro à quelque chose qui est positif. Donc même si ça fait baisser la productivité moyenne, c'est quand même un gain pour l'économie. Donc ce n'est pas une baisse de la croissance potentielle, puisqu'il y a une hausse de l'emploi potentiel. Et on a aussi, dans cette partie, ce qu'on appelle perte durable, mais qui est un peu des effets un peu de composition, on a aussi le rôle de l'apprentissage, qui a un poids important, qui explique aussi près de la moitié de ces 3 points. Donc ça, c'est la partie un peu durable. Et puis, on a une partie qui est plus temporaire. Là, c'est principalement des phénomènes de rétention de la main-d'œuvre, qui peuvent être liés d'ailleurs aux difficultés de recrutement que Jean-Luc Tavernier évoquait tout à l'heure. Et donc, quand on fait notre projection d'emploi, ce que l'on suppose, et un peu c'est la courbe en noir qui est au milieu, là c'est la tendance de la productivité corrigée des pertes durables, on suppose qu'à l'horizon de la fin de projection, finalement, ce que l'on va rattraper, c'est les pertes temporaires de productivité, c'est-à-dire un peu la fin des phénomènes de rétention de la main-d'œuvre. Donc c'est à cause de ce rattrapage, bien sûr, c'est pour ça que l'emploi reste finalement bridé pendant la période 2024-2025, et on revient donc vers 2026, un peu, on efface l'essentiel des pertes temporaires. Mais j'insiste un peu parce qu'il y a souvent des faux débats sur ces questions de productivité. Bien comprendre que, d'ailleurs, si tu peux mettre la toute dernière diapositive, qui est une autre manière de voir les choses en comparaison internationale, quelque chose qui est assez frappant. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis fin 2019, quand on compare la France aux autres grands pays du G7, c'est que c'est en France que, par rapport à fin 2019, il y a eu la plus forte hausse de l'emploi, et même ici, on a pris le nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'emploi, c'est l'emploi multiplié par la durée moyenne du travail. Donc ça tient compte aussi des arrêts maladie, par exemple, qui jouent un rôle dans pas mal de pays, y compris en France, mais encore plus en Allemagne. Et vous voyez qu'il y a eu à peu près 6% de hausse des heures travaillées en France, donc plus, par exemple, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, sur cette période-là, vous voyez, vous avez eu 2%. C'est nous qui avons eu, au sein des grands pays industrialisés, la plus forte hausse. Alors, la contrepartie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et on a eu une hausse aussi du taux d'emploi. Les statistiques de l'INSEE montrent qu'aujourd'hui, le taux d'emploi, c'est-à-dire la part de l'emploi dans la population en âge de travailler, est à son plus haut niveau historique. Donc la contrepartie de cette hausse du taux d'emploi, c'est ce que je disais, si on met des gens qui, avant, étaient inemployés, inactifs ou chômeurs, qui sont peut-être un peu moins qualifiés que la moyenne, donc si on les met, ils rentrent sur le marché du travail, ça fait baisser comptablement la productivité, mais ça ne veut pas dire que c'est une perte de production potentielle. Donc je reviens maintenant, pour terminer, quelques mots sur le pouvoir d'achat, maintenant en projection. Sur le graphique 9, là, qui est à gauche, vous voyez l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. On voit d'ailleurs que c'est seulement en 2020 et 2022 que le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages, ici par habitant, n'a pas progressé. Et il repartirait à la hausse en 2023, 2024, 2025, 2026, avec principalement, c'est l'effet du repli de l'inflation et le fait aussi que les revenus d'activité, j'ai parlé tout à l'heure des salaires réels, aussi redonnent aussi un peu de dynamisme, même s'il y a moins d'emplois en contrepartie. Donc il y a cet élément-là. D'ailleurs, sur le graphique suivant, peut-être une petite comparaison, quelque chose qui n'est pas forcément connu, c'est quand on compare aux autres pays européens, aux autres grands pays européens, l'évolution du pouvoir d'achat, du revenu disponible. Là, ce n'est pas par habitant, c'est le revenu disponible. Vous voyez qu'en France, par rapport à, ici, c'est par rapport à fin 2019, au 4e trimestre 2019, ça c'est les chiffres donc, de l'INSEE, des comptes nationaux trimestriels, on a le pouvoir d'achat du revenu disponible en France qui a augmenté de 3%, alors qu'il a stagné en Italie, il a stagné en Allemagne et en Espagne, et il a baissé en Italie. Donc on est le seul des grands pays de la zone euro qui a vu une petite progression, une modeste progression. Alors après, il y a la question de la distribution de cette progression du pouvoir d'achat des ménages. Sur les marges des entreprises en projection, je dirais là, il y a une relative stabilité du taux de marge des entreprises, ce qui m'amène un peu à
à la conclusion qui a déjà été faite par Jean-Luc Tavernier tout à l'heure, qui est de dire, justement, on a, et même si c'est ce qu'on voit en projection, alors qu'on a eu un choc de prix importés important, finalement, les marges des ménages qui ont été préservées, le pouvoir d'achat des ménages qui a été préservé. Donc, finalement, l'agent économique qui, en fait, a supporté le poids de l'ajustement, c'est l'État, donc et la dette publique. Et vous voyez, sur ce graphique-là, vous avez avec les projections. Alors là, ce sont des projections qui sont ce qu'on appelle la politique inchangée. C'est-à-dire que là, on ne prend pas en compte ce qui sera dans le budget des années à venir. Il y aura sans doute des mesures nouvelles, mais sans mesures nouvelles, ce qui est assez à noter, c'est qu'avant Covid, en 2019, on avait la dette publique française qui était 13 points au-dessus du ratio de dette publique de la moyenne de la zone euro. Là, à l'horizon 2025-2026, et c'est déjà à peu près l'écart qu'on a aujourd'hui, on aurait 23 points d'écart, c'est-à-dire 10 points de plus. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, au moment du choc Covid, les dettes publiques ont augmenté dans le reste de la zone euro, à peu près comme chez nous, mais depuis, il y a un repli plus marqué dans les autres pays. Donc l'écart qui était de 13 points, aujourd'hui, est de 23 points. Et ça, bien sûr, c'est un point d'attention. Voilà. Merci, mesdames et messieurs les députés. Merci,